À toutes et tous. On est donc trois personnes de l'association Nouveau Cycle ce soir à vous accueillir. On va se présenter les unes après les autres et donc l'objectif de ce webinaire, c'est le deuxième qu'on organise ouvert au public, à nos adhérents, adhérentes bénévoles, qu'on a ouvert aussi au grand public aujourd'hui parce que c'est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur. On a beaucoup de choses à raconter dessus. C'est un webinaire qu'on a imaginé donc sur la précarité menstruelle et les solutions à mettre en place pour y faire face, qui part de chiffres clés très généraux et nationaux, mais aussi des constats que nous, Nouveau Cycle, on fait sur le terrain, en Gironde et dans les Landes. Et donc, pour en parler avec mon soeur, il y a Marie-Hélène et Léa. Je vous laisse vous présenter les filles. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent et présente ce soir, ça fait tout à fait plaisir. Du coup, moi je m'appelle Marie-Hélène et au sein de l'association, j'ai rejoint l'asso il y a maintenant à peu près 3 ans. À la base, j'étais bénévole et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je suis salariée au sein de l'asso et je suis responsable des interventions de sensibilisation et des formations. Et on pourra présenter dans un deuxième temps je pense, l'association un peu plus en détail et voir un peu plus en détail ce que l'on fait pendant ces interventions. Bonsoir, moi je suis Léa, je suis bénévole depuis 2 ans à Nouveau Cycle et je suis coprésidente depuis quelques mois de l'association. Et moi, je m'appelle Mathilde Plénaud. Je suis cofondatrice de l'asso et actuellement responsable de la communication et de la vie du collectif. Ça fait déjà 4 ans que je suis impliquée dans l'association et depuis un peu moins longtemps, à peine 3 mois, aux côtés de l'équipe salariée. Écoutez, on va démarrer ce webinaire. Ce qu'on vous invite à faire tout au long de ce webinaire, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat pour que ce soit fluide au niveau de l'oralité, mais aussi pour qu'on puisse prendre vos questions au fil de l'eau, histoire d'avoir quelque chose d'assez interactif. Notre objectif, c'est que ça dure 1 heure dans l'idéal. Si on déborde un tout petit peu, ce ne sera pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on veut échanger avec vous au fil de l'eau, pour que ce soit plus efficace et qu'on n'ait pas à attendre à la fin pour poser ces questions. Voilà, donc n'hésitez pas sur le chat. On prendra vos questions au fil de l'eau, on y répondra dès qu'on pourra. Du coup, très rapidement, on va vous présenter l'association, pour celles qui ne connaissent pas, donc Nouveau Cycle, qui a été créé en 2019 par un petit groupe de Bordelaises qui ont fait le constat qu'on manquait d'accès, en tout cas à l'époque et encore aujourd'hui, accès à l'information sur la santé gynécologique, sexuelle, menstruelle, que c'était quelque chose qui se développait sur les réseaux sociaux, mais pas tant dans l'espace public. C'était encore un sujet très tabou. Et donc, on s'est dit, tiens, si on montait une asso, avec pour idée à l'époque de monter un festival qui s'appelle Ranenia Party, auquel vous êtes toutes conviées fin novembre, 25 et 26 novembre au Rocher de Palmer, pour la 2e édition. Et en montant l'asso pour faire ce festival, qui finalement a été fait en 2021, pour des raisons que vous imaginez bien étaient liées à un contexte sanitaire pas si évident, et qui nous a amené en fait à développer plein d'autres activités, parce que ça a vraiment propulsé l'asso dans ces domaines, que sont donc la santé gynécologique, sexuelle et menstruelle. Et donc, on est venu à créer des formats d'intervention, de sensibilisation, des ateliers, à faire aussi des actions de plaidoyer, à mener beaucoup de projets en fait. Et aujourd'hui, on est une équipe de 6 salariés. Il y a à peu près 80 bénévoles et plus de 150 personnes qui ont adhéré à l'asso. Et on agit donc en Gironde et dans les Landes. Là, vous avez un petit aperçu de l'équipe. Donc, comme je le disais, bureau, salariés, bénévoles. On est quelques-unes à être là aujourd'hui. Ici, donc, nos thématiques clés. L'éducation menstruelle pour toutes et tous, c'est-à-dire, on va en parler ce soir, hein, lever le tabou autour des règles, proposer un accès à l'information qui soit inclusif, qui nous concerne toutes et tous, en mixité, autour des menstruations. Lutter durablement contre la précarité menstruelle, on va en parler ce soir, donc je ne vais pas vous asséner d'infos tout de suite. Et santé gynécologique, donc faciliter l'accès à l'information, faire aussi plaidoyer pour la santé gynécologique, promouvoir l'accès à la santé, parler de sexualité, de consentement et de choix contraceptifs, mais aussi des identités de genre et des questions d'orientation sexuelle, tout ce qui concerne aussi la sphère LGBTQIA+, en partenariat avec des associations de la région bordelaise. En termes d'actions très concrètes,
On s'engage sur toute la sphère événementielle, organisation événementielle, donc avec le festival Ragnagna Party dont je vous parlais, mais aussi avec des événements externes des événements qu'on appelle les vulvaventures, qui sont un peu des micro-événements qu'on organise sous forme de soirées, tables rondes. On mobilise également l'art pour parler de nos thématiques. Donc, c'est des soirées thématiques avec des thématiques précises. Et la prochaine, je vous l'annonce dès à présent, la communication partira demain. Donc, elle sera le 31 mai à Cap Science, à 19h, avec comme thématique éducation, sexualité, quand le porno s'en mêle. Donc, il y aura avec nous de belles intervenantes, notamment Olympe de G, que vous connaissez peut-être. Côté sensibilisation, on propose des formats d'ateliers, d'intervention et de formation pour les publics adultes et jeunesse, que ce soit en milieu scolaire, carcéral, hospitalier ou via les collectivités locales. On intervient aussi auprès de Pôle emploi, auprès des missions locales. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On fait aussi beaucoup de liens avec d'autres associations qui ont besoin de nos compétences et inversement. On a aussi un volet plaidoyer, donc là-dessus, plutôt orienté sur la santé gynécologique. On travaille avec des professionnels de santé, du bien-être, des associations de patients-patientes autour du parcours gynécologique, comment on peut l'améliorer. Et donc, on rédige tous ensemble un livre blanc qui est vraiment un outil de plaidoyer clé pour la santé gynéco. Et on réunit de manière transversale toutes ces personnes ensemble pour réfléchir à comment on améliore le parcours gynécologique en France. Ces personnes-là sont aussi des personnes ressources qui vont nous être très utiles, que ce soit pour nos actions de sensibilisation ou encore nos événements. Donc, on crée un vrai écosystème pour l'association grâce à tous ces professionnels qui travaillent avec nous. Et on a également un volet ingénierie de projet, qu'on appelle aussi expérimentation et recherche de solutions. On va en parler ce soir. C'est travailler avec les acteurs du territoire à améliorer les politiques santé en faveur de toutes les thématiques de l'asso. Et aussi proposer des actions très concrètes en partenariat avec les publics concernés, donc en co-construction avec eux, pour améliorer le bien-être de toutes et tous, l'égalité entre les sexes et les genres, lutter contre la précarité menstruelle et permettre à toutes et tous d'avoir accès à des protections, mais aussi à des formations, à une éducation sexuelle et menstruelle de qualité. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant que je vous ai un peu introduit l'asso, donc avec Marie-Hélène et Léa. On voulait commencer par vous poser une petite question. Vous pouvez répondre dans le chat, mais déjà, selon vous, qu'est-ce que la précarité menstruelle, de manière très succincte? Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, on va se lire les unes les autres. Voir un peu comment vous percevez en fait les choses déjà en ce début de soirée. Mhm. Est-ce qu'on peut donner la parole sinon? Il y a des gens qui veulent s'exprimer. Soit vous n'êtes pas là, soit vous êtes timide. Ah, Fabienne, super. C'était le temps de réponse, j'ai été trop impatiente. On peut peut-être les lire du coup. Donc, ouais. Il y a l'accès aux protections menstruelles, avec du coup la problématique d'ordre financier, le fait de ne pas avoir de protection sur soi et de se retrouver en situation de vulnérabilité. Pour moi, la précarité menstruelle, c'est le manque d'accès aux protections hygiéniques et de connaissances à ce sujet. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être compléter, ou est-ce que tout le monde est d'accord avec les propositions qui ont été faites? N'hésitez pas aussi à prendre la parole, hein, si vous voulez. C'est vrai qu'on avait parlé du chat, mais vu qu'on n'est pas très nombreuses, il y a la possibilité de parler aussi sans souci. Je pense qu'on peut le demander, ouais. Et Léa, je crois que tu as la main sur ça. En tout cas, je trouve que vos définitions sont plutôt correctes par rapport à ce que nous, on définit aussi.
Donc, on va rentrer tout de suite dans la définition. Vous allez voir que vous étiez juste. La précarité menstruelle, en tout cas, nous, comment on le définit, c'est effectivement d'abord ne pas avoir accès à des protections menstruelles pour des raisons financières. Et ce n'est pas que l'accès aux protections, c'est aussi des dépenses qui vont être liées, par exemple, à l'achat de sous-vêtements, si on se tâche. Ça peut être aussi l'achat de médicaments, si on a des douleurs, l'accès aux soins, toujours pour des pathologies ou pour des douleurs. Donc tout ça a un coût financier qui va au-delà effectivement des protections qui sont le premier besoin évidemment, mais il faut avoir en tête tout le reste. On a aussi le manque d'accès à des ressources comme les toilettes, l'eau courante, ou des installations pour se laver les mains, pour jeter ses protections. Tout ce qui va concerner l'hygiène, en fait, permettre de gérer ses règles avec une bonne hygiène pour éviter toute infection et voilà, tout risque d'infection ou de microbes. Il y a également le manque d'accès à des informations et effectivement à une éducation menstruelle. Tout ça génère des tabous et ça vient effectivement créer du mal-être pour les personnes, les femmes et les personnes menstruées. C'est pour nous important de rappeler que la précarité menstruelle va au-delà de l'aspect économique, même si évidemment c'est le principal facteur et celui sur lequel on va aussi se concentrer le plus ce soir. Mais vous verrez qu'on parlera aussi des deux autres. Est-ce que déjà à ce stade, il y a des questions et est-ce que Marie, tu veux compléter? Non, c'est pas mal. Après, moi, c'est vrai que ce que j'aime bien dire, c'est la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est tous les facteurs qui font qu'on ne vit pas bien ses règles. Si on devait de donner une définition en une seule phrase avant d'entrer dans donner précisément qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas bien ses règles, c'est voilà, qu'est-ce que la précarité menstruelle? C'est le fait de ne pas pouvoir vivre ses règles dans des bonnes conditions. C'est c'est la seule chose que je compléterai. Après, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est aussi la définition que je donne de la précarité menstruelle. Est-ce que vous, ça vous parle? Parce que là, dans le chat, il avait été dit, Valentine avait dit, du coup, le manque finalement aussi le manque d'accès à des connaissances sur le sujet. C'est effectivement ce que nous, on met, le manque d'accès sur les informations sur les menstruations. Et après, le fait de ne pas avoir de protection sur soi et se retrouver en situation de vulnérabilité. Je pense que sur la situation de vulnérabilité, on y reviendra un petit peu plus tard sur les interventions en milieu scolaire, par exemple, et ce que l'on entend dans cette situation de vulnérabilité. Et après, effectivement, le manque d'accès aux protections et aux problématiques financières. Donc, vous étiez vraiment pas loin, c'était bien. Donc, à partir de cette définition, on peut facilement se dire qu'on s'est tous retrouvés en tant que personnes menstruées et femmes ayant leurs règles dans cette situation. Qui ne s'est pas retrouvé un jour sans papier toilette dans les toilettes, avec aussi voilà, un problème d'accès à l'eau. Nous, on intervient en milieu scolaire, on va en reparler, mais aussi la question des toilettes est très importante. Il y a donc aussi la raison financière qui, à nous, ne nous concerne pas forcément toutes. Mais en tout cas, on a toutes pu voilà, endurer des moments un peu difficiles du fait d'avoir nos règles. Donc, ça rejoint aussi ce que tu amènes, Valentine, dans le chat, que c'est des situations où parfois c'est difficile de gérer ces règles. Et là, pour le coup, on se rejoint. Continue un peu sur... on a vu que ce soit un petit peu interactif. Donc, on a fait un petit quiz. Pour vous, en moyenne, combien coûtent les règles pour une femme ou une personne menstruée au cours de sa vie? Je vous laisse répondre dans le chat. On a 8000. Il y a 2 fois 8000, 3 fois 8000. Ok. Ok. Est-ce que Marie, je te laisse rebondir sur cette réponse? Oui. Donc, effectivement, Nico dit 8000. Bien joué, Nico. Alors, effectivement, c'est en moyenne 8 000 euros. Donc, 8 000 euros. Alors, les deux bonnes réponses à cette question, ça dépend. Voilà, effectivement. Merci, Elisabeth. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça dépend. On peut monter jusqu'à 23 000 euros
si on comprend du coup, par exemple, les lessives, par exemple, les médicaments, par exemple, en cas de pathologie, les différents déplacements pour pouvoir se rendre vers tel ou tel professionnel de santé, etc., ça peut monter jusqu'à 23 000 euros au cours d'une vie. La moyenne étant 8 000 euros, si on ne prend en compte que, entre grands guillemets, parce qu'on en arrive quand même à 8 000 euros, l'achat de protection périodique, qu'elle soit lavable ou jetable, parce que les protections jetables vont coûter moins cher, néanmoins vont nécessiter d'être achetées tous les cycles, là où des protections lavables vont coûter plus cher, mais permettront en fait de tenir du coup plus longtemps et ne seront pas à racheter tous les cycles. Donc, toute protection confondue, on en arrive à en moyenne 8 000 euros au cours d'une vie, ce qui fait quand même une sacrée somme. Donc 23 000, c'était aussi, ouais, comme tu disais, en cas de pathologie, d'achat de médicaments, enfin, ça peut monter jusque-là. Parmi les effets du coup de la précarité menstruelle qu'on a défini tout à l'heure, il y a quelque chose sur lequel on voulait voilà, vous interpeller dès le début de cet échange, c'est que ce que ça génère chez des personnes qui en sont victimes, c'est qu'on va se tourner vers des solutions dites de débrouille. Donc ça va utiliser du papier toilette au fond de sa culotte. Ça, on a pu le faire aussi, nous, dans des conditions de l'extrême que nous vivons à chaque fois que nous avons nos règles. Ça peut pu arriver à plusieurs d'entre nous. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus impressionnantes, disons, et qui peuvent choquer. Nous, on a découvert que dans certains cas, on pouvait utiliser par exemple, des bouts de bouteilles, un peu comme des cups, des bouteilles qu'on découpe. Il y a effectivement du linge aussi qu'on peut utiliser. Il y a plein de choses. C'est aussi vraiment de la débrouille. Hier encore, on a rencontré des personnes qui étaient des sans-abri. On va utiliser d'autres culottes, du linge. Enfin, c'est vraiment tout le temps ce genre de choses. Et du coup, l'impact derrière, il peut être sur la santé, ça peut être donc le fameux syndrome du choc toxique, donc un risque d'infection qui va dégénérer, des irritations, ça gratte, ça démange, mais aussi du mal-être et des risques qui peuvent aller jusqu'à la dépression parce qu'en termes d'estime de soi et de bien vivre, c'est clairement difficile dans ces conditions-là, quoi. On ne peut pas avoir une vie normale. Il y a aussi la question des douleurs, parce que les personnes qui généralement sont victimes de précarité menstruelle vont être ces mêmes personnes éloignées des dispositifs de santé et de prévention. Derrière, qu'est-ce que ça génère? Si on a un emploi, ça peut générer de l'absentéisme, de la déscolarisation si on va à l'école, et tous les impacts que vous pouvez imaginer sur la santé mentale comme physique. C'est des petites choses, mais qu'on oublie en fait, et donc qu'on ne perçoit pas forcément quand on parle de précarité menstruelle. Donc c'est important pour nous de les rappeler ce soir. Est-ce que là-dessus, quelqu'un veut compléter ou a une question? Je passe à la suite. Une petite question maintenant sur justement les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Selon vous, combien de personnes sont touchées par la précarité menstruelle en France en 2023? Donc A, 500 000, B, 4 millions, C, 200 000 ou D, 2 millions. On vous laisse répondre dans le chat. 4 millions pour Valentine. Réponse B, 4 millions. 4 millions. 4 millions. Bien, vous êtes bien au courant, c'est effectivement 4 millions. C'est un chiffre qui a quasiment doublé en 2 ans, puisque le premier chiffre qui était sorti donc, de l'étude de règles élémentaires, qui est une association nationale spécialisée sur les questions de précarité menstruelle, c'était 2 millions en fait en 2020. 2021. On est passé aujourd'hui à 4 millions, donc en à peine 2 ans. Et on estime qu'il y a un risque dans les 12 mois à venir que viennent s'ajouter à ces 4 millions plus d'1 million de personnes supplémentaires. Donc ça ne cesse d'augmenter. C'est très lié aussi au contexte économique qui se dégrade, mais ça va vraiment à une vitesse grand V. Donc 4 millions de personnes en situation de précarité menstruelle
donc un chiffre qui a quasiment doublé en 2 ans. Il faut savoir qu'un tiers des moins de 25 ans aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections menstruelles. Donc c'est aussi un phénomène qui va impacter beaucoup les jeunes. L'étude de règles élémentaires, elle porte seulement à partir de 18 ans, mais sur les 18-25 ans, si vous allez voir leur étude, les chiffres sont assez impressionnants. Encore, on manque de chiffres sur les mineurs. Mais nous, on le voit dès le collège. C'est un phénomène de chiffres et d'études sur ce public-là. Donc, c'est quelque chose aussi que du côté de Nouveau Cycle, on tente d'explorer. Et en lien avec le ministère, on se pose des questions aussi à ce sujet. On essaye de voir comment on peut atteindre ce public pour avoir plus d'informations. Intéressant, une personne française sur 2 pense que les règles sont tabous. Donc, ça vient faire écho à ce qu'on s'est dit en début de discussion. Je voulais faire un focus avec vous sur l'école. Comme on vous disait, c'est aussi là où ça commence de mettre en place des relations de solidarité entre personnes, de lever les tabous. Et du coup, Marie, je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus sur comment ça touche en fait le milieu scolaire. Et par la suite, on parlera d'une expérimentation qu'on mène dans les Landes. Okay. Donc oui, à l'école, c'est vrai que, comme c'est indiqué, les premières règles arrivent en moyenne à 12 ans. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le contexte dans lequel nous vivons, contexte environnemental, de stress, etc., fait que les personnes sont menstruées de plus en plus tôt. Et il y a beaucoup de personnes, nous, on commence les interventions, nous, à partir de la 6e. Et en fait, on remarque qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ont déjà leurs règles et qui les ont déjà depuis l'école élémentaire. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant à prendre en compte, d'autant qu'on est sur Bordeaux, et sur Bordeaux, pour le coup, on est une ville au milieu des vignes, et on a un très fort indice de pollution sur Bordeaux. Donc c'est quand même aussi intéressant de prendre ça en compte. Donc voilà, chaque année en France, 130 000 collégiens et collégiennes ou lycéens, lycéennes manquent l'école régulièrement, passe par faute d'accès à des protections périodiques. C'est intéressant aussi pour faire un petit peu le lien avec ce que Mathilde a expliqué tout à l'heure. Le problème est, dans un premier temps, le fait de ne pas avoir accès ou de manquer d'accès à des protections périodiques. Donc, il y a par exemple le fait de ne pas avoir accès du tout à des protections ou de ne pas avoir accès à des protections en nombre suffisant. C'est pareil, je pense, bien de faire la distinction. J'ai des règles abondantes, mais ce cycle-ci, je ne peux acheter qu'un paquet. À ce moment-là, je vais devoir garder ma protection beaucoup plus longtemps que ce qui est préconisé. Et surtout, il y a le risque de la tâche. Et ça, c'est quand même assez essentiel et c'est difficile de parler de précarité menstruelle et de l'école sans parler de cette espèce de peur, de fléau, on peut dire à ce stade-là. C'est la peur de la tâche plus que la peur de manquer à des protections périodiques. D'où le fait que pour nous, au Nouveau Cycle, il est important et même carrément primordial en fait, dans la lutte contre la précarité menstruelle, c'est de proposer aussi des temps de sensibilisation et de proposer des temps où on intervient en milieu scolaire pour parler des règles, pour justement faire en sorte que non seulement tout le monde puisse avoir accès à des protections, mais qu'aussi la peur de la tâche et que la tâche ne soit plus une cause d'absentéisme à l'école. Je suis peut-être déjà allée un petit peu loin face à ce qu'on va dire plus tard, mais ce n'est pas bien grave. Parallèlement au manque d'accès à des protections périodiques, nous, ce que l'on remarque du coup sur le terrain en milieu scolaire, c'est l'accès aux sanitaires dans certains établissements, avec donc par exemple pas assez de toilettes face au nombre d'élèves. Donc sur un quart d'heure de récréation, s'il y a trois toilettes pour quelque chose au pif, mais qui n'est pas vraiment au pif parce que c'est dans un établissement pour 300 élèves, ça ne fonctionne pas. Sachant que le reste du temps, pendant les intercours, il n'y a pas le temps, et pendant les cours, les profs ne laissent pas les élèves sortir pour aller aux toilettes. Donc déjà, il y a ce climat-là qui est particulier. Le fait de ne pas avoir accès à du papier, il n'y a pas toujours de savon, que les points d'eau ne sont pas toujours accessibles, les lieux sont parfois ouverts sur l'extérieur, donc en plein hiver. Si, imaginons, on est sur une protection type culotte de règle avec une nécessité à un moment donné de changer, qui nécessite d'enlever les chaussures, d'enlever le pantalon, si on est sur des lieux ouverts à l'extérieur où il fait très froid, c'est compliqué. Le sentiment d'insécurité qui a été évoqué tout à l'heure,
je crois que c'était même vulnérabilité qui a été posée, où effectivement les toilettes sont un petit peu cette espèce de zone de non-droit où effectivement il n'y a pas de surveillance dans les toilettes, ce qui paraît assez logique. Et du coup, il y a ce sentiment de, dans les toilettes, on ne s'y sent pas forcément à l'aise. Il y a beaucoup d'établissements où les portes ne ferment plus à clé, où les portes, elles sont ouvertes en bas et en haut. Donc, c'est comme... donc, avec des élèves qui nous disent la crainte à ce que l'on regarde, à ce que l'on entende. Parce que pareil, ouvrir sa protection périodique, ben, c'est le bruit du papier. Donc, voilà, il y a tout ce climat autour d'infrastructures et de repenser même l'accès aux sanitaires dans les établissements. Donc, 7 élèves sur 10 disent ne pas se rendre aux toilettes en raison de leur état. Donc, que ce soit effectivement l'état détérioré, des toilettes qui sont un petit peu vieilles, qui ne sont pas très bien nettoyées, mais aussi de cette espèce d'insécurité ou de ce manque de savon, manque de papier. Nous, des élèves, nous disent clairement se retenir toute la journée. Donc, dans le cas des règles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc là, voilà, on va faire un petit peu le focus. Alors, il y en aurait plein, je pense, à faire, mais on va faire un petit peu le focus sur une expérimentation que l'on mène sur le territoire landais depuis maintenant 2 années scolaires et qui est reconduite sur l'année scolaire prochaine. Donc, l'idée, c'est une expérimentation ministérielle qui a été du coup menée dans plusieurs départements de la France et d'outre-mer. L'objectif étant du coup de lutter contre la précarité menstruelle. Et moi, je dirais même de lutter contre l'ensemble des formes de précarité menstruelle, comme on a pu le développer tout à l'heure avec Mathilde, en milieu scolaire, et précisément, c'était en collège. Donc, nous sommes intervenus auprès de 6 établissements, 6 collèges landais, avec donc des établissements petits, des établissements grands, certains en zone rurale, certains en zone urbaine. Donc, l'objectif étant de pouvoir avoir un large panel. Néanmoins, toujours avec cette idée que c'était 6 établissements qui étaient avec un fort indice de précarité, qu'elle soit sociale, économique, etc. Je termine cette petite slide et je prends la question juste après sur la question des toilettes mixtes. Donc, sur ces 2 années, nous avons vu au total l'ensemble des 6e et l'ensemble des 4e, ce qui représente à peu près plus de 2000 élèves qui ont été touchés dans ces 6 collèges. Ça représente du coup à peu près 540 ateliers réalisés, donc avec à la fois la réalisation d'ateliers de sensibilisation auprès des classes de 6e et de 4e, et à la fois la mise en place de solutions très concrètes de lutte contre la précarité menstruelle. L'objectif étant sur cette expérimentation d'aller rencontrer les élèves, de les sensibiliser au sujet d'éducation menstruelle, de les sensibiliser aussi à la précarité menstruelle et de les inviter à se saisir de cette thématique et à réfléchir eux-mêmes et elles-mêmes à des solutions très concrètes que l'on a pu qu'on a pu aider à mettre en place au sein des différents établissements scolaires. Donc, on a pu proposer un large panel de solutions. Les élèves nous en ont proposé un large panel, on pourra les présenter juste après. Donc, l'objectif de ces ateliers thématiques qui sont toujours pratiqués en mixité, parce que pour nous, c'est important justement sur la question du genre, la question de la mixité, comment on définit qui est homme, qui est femme. On trouvait déjà une vision, une nouvelle fois, assez binaire et on trouvait ça un petit peu déjà dérangeant à la base de créer des groupes non mixtes. Mais en plus, c'était aussi pour permettre comme on le disait, la précarité menstruelle, c'est aussi le manque d'accès à de l'information. C'est aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, la peur de la tâche, le tabou. Mais en fait, le fait de créer des ateliers comme ça, de libre-échange, de paroles en mixité, c'est aussi venir consolider ça, c'est aussi venir dire, non, les règles, c'est pas sale, on peut en parler tous ensemble, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Et finalement, on pourrait tous bien vivre ensemble avec les règles, ça ne devrait pas être un souci. Et finalement, sur la question des toilettes, les personnes, les garçons, par exemple, nous ont dit aussi avoir des problématiques autour des toilettes. Donc, ça permettait d'avoir une vision assez large, au sein de ces établissements. Visant à sensibiliser, je me permets juste de regarder du coup la question. Je me posais la question sur les toilettes mixtes et le fait que malgré la sensibilisation sur le tabou des règles, les jeunes réglés seront peut-être encore plus mal à l'aise d'aller aux toilettes. Alors là, pour le moment, il y a assez peu d'établissements qui partent sur l'idée des toilettes mixtes. Je pense, en tout cas, que ça dépend de comment c'est mis en place.
Parce que je sais qu'il y a des établissements qui proposent toilettes hommes, toilettes femmes, toilettes mixtes pour laisser la possibilité et d'autres établissements où c'est juste des toilettes mixtes et tout le monde peut y aller. Donc là, pour le moment, je pense que ça dépend. Est-ce que tu perçois parmi les élèves auprès de qui tu interviens qu'il y a une gêne par rapport à ça? Par rapport à par rapport aux toilettes mixtes? Ouais. Non, moi je pense que c'est même plutôt demandé. Alors plutôt le format, ce qui est préféré, c'est vraiment le format toilette fille, toilette garçon, toilette non genrée, plus que mixte. C'est vrai que généralement on parlera plus de toilettes non genrées. Ça a été fait en Gironde, il y a des établissements qui l'ont. Est-ce que l'on a des retours d'élèves? Alors moi je n'ai jamais, je n'ai jamais, nouveau cycle, on n'est pas intervenu pour le moment dans des établissements qui proposaient des toilettes non genrées. Néanmoins, par exemple, on a sur un établissement à Mont-de-Marsan dans le cadre de cette expérimentation où pendant la récréation ou le temps du midi, les toilettes de la cour de récréation sont genrées. Donc, c'est les toilettes qui sont à l'extérieur, il y a les toilettes filles, les toilettes garçons. Néanmoins, pendant les intercours ou pendant les cours, les élèves peuvent utiliser les toilettes qui se trouvent dans le couloir, de sorte à ne pas avoir à ressortir. Et les toilettes qui sont dans le couloir sont des toilettes non genrées. Du coup, les élèves nous ont dit, en tout cas, qu'ils étaient extrêmement à l'aise avec l'idée que ce soit des toilettes non genrées. Ils ne se posaient même pas réellement la question, en fait. Donc, nous, c'est les retours d'expérience que l'on a pu avoir pour le moment. Mais c'est vrai qu'il faudrait on aimerait bien intervenir dans des établissements où vraiment la politique, c'est que même les toilettes à l'extérieur sont des toilettes non genrées. Du coup, merci. On va... Et Valentine te remercie. On va faire le tour du coup des solutions que vous avez mises en place avec les élèves autour de cette expérimentation qui serviront à nourrir ensuite les solutions plus générales qu'on va vous présenter par la suite. Donc, cette expérimentation, du coup, c'est 2 ans. Donc là, l'ensemble, tout ce qui est proposé, c'est vraiment ce travail sur 2 ans. C'était du coup de mettre en place des solutions très concrètes. Donc voici là quelques solutions qui ont été mises en place à l'initiative des élèves. Une nouvelle fois, nous, on arrivait avec rien. Enfin, rien en termes de solutions. Donc les élèves nous ont demandé de l'installation de distributeurs de protection que nous, on a voulu 100% biologique par une société qui s'appelle Clarifarm. L'idée était de proposer des distributeurs du libre service. Donc, c'est des distributeurs uniquement de serviettes. Les élèves nous ont dit préférer les serviettes plutôt que les tampons. Ils trouvaient que les tampons, ça partirait probablement moins. Donc, on est parti, on a écouté leurs idées. Ensuite, on a mis la mise à disposition de près de 700 serviettes menstruelles lavables qui sont fabriquées dans le Lot-et-Garonne. Donc, ce sont des kits donc, sur la photo, c'est Élodie qui est infirmière en milieu scolaire dans un des établissements dans lequel nous intervenons, l'établissement d'Agetmo, qui est incroyable, qui fait des choses très, très chouettes avec les élèves. Donc, c'est la mise à disposition de kits, de 6 serviettes lavables à disposition des élèves qui en auraient le plus besoin, évidemment. Et cette année, nous mettons en plus à disposition des kits de 6 culottes menstruelles, parce que ça a été aussi une demande des élèves d'avoir des culottes menstruelles. L'aménagement d'une toilette réservée aux personnes ayant leurs règles, donc là, c'est des toilettes dans un établissement très spécifique où les toilettes de l'infirmerie ont été repensées et réaménagées de sorte à ce que ce ne soient pas les toilettes des malades, mais que ce soit les toilettes où on s'y sent bien, les toilettes où on s'y sent en sécurité, où il y a des protections dedans, où il y a un lavabo à l'intérieur, où il y a de la place aussi. C'est des toilettes où si j'ai besoin de me changer, si j'ai besoin de vider ma cup et de la nettoyer, de la remettre, je peux faire tout ça en étant à l'intérieur des toilettes. Là où dans les toilettes des cours de récréation, par exemple, les lavabos étant à l'extérieur, il n'y a pas la possibilité d'avoir, par exemple, une coupe menstruelle. Ça ne fonctionne pas. Donc, on a fait cet aménagement-là. La désignation, pour le coup, c'était l'élection plutôt, d'élèves référents et référentes pour la lutte contre la précarité menstruelle, parce que des élèves nous ont dit c'est chouette, avec vous, on se sent à l'aise, néanmoins, vous n'êtes là que 3 fois dans l'année. On ne se sent pas forcément à l'aise avec les personnes de l'établissement.
parce que c'est des adultes, est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, imaginer à ce qu'il y ait des élèves à qui on pourrait venir poser nos questions et qui pourraient être aussi des personnes relais au sein de l'établissement pour aller faire remonter des problématiques liées, par exemple, à l'accès aux toilettes. Voilà, c'est un peu comme les délégués. Ben là, c'est un peu des délégués aux règles. La mise en place de poubelles avec des couvercles dans chaque WC individuel, parce que dans beaucoup d'établissements, effectivement, c'était des toilettes, des poubelles ouvertes. Et bon, ben, il y a des élèves qui n'ont pas forcément le réflexe de rouler la protection qui est sale dans l'emballage de la nouvelle. Et les élèves ne se sentaient pas super à l'aise avec ça. Il y en avait qui même nous parlaient de dégoût, etc. Et c'était compliqué. Donc, le fait de pouvoir mettre voilà, tout simplement des couvercles sur les poubelles, ça paraît quelque chose de très simple, mais qui en fin de compte aide réellement dans le fait de se sentir mieux et d'aller plus facilement aux toilettes. La création d'expositions, d'affiches, de slogans, de chansons qui ont été faites pour et évidemment par les élèves. Donc là, par exemple, vous avez Blood. Donc, c'était une mascotte qui a été créée par les élèves donc en forme de serviette, avec le petit slogan changeons les règles du jeu. Voilà, donc là, ce n'est qu'un échantillon, il y en aurait encore pas mal d'autres. L'idée, donc ok, ouais, les affichages, pardon, j'avais oublié cette autre slide. Les affichages pédagogiques, donc de présentation des différentes protections, mais aussi et surtout les différentes préconisations d'utilisation des protections, parce qu'on a une casquette aussi malgré tout de prévention. Utiliser une cup, utiliser toutes les protections internes, il faut bien le rappeler que ce n'est pas plus de 4 heures pour éviter le syndrome du choc toxique. Donc l'idée avec ces affiches un petit peu pédagogiques et un peu fun aussi, un peu sympa, c'est de pouvoir avoir la casquette de prévention et en même temps rappeler en permanence toutes les protections qui existent, le fait qu'on ait le choix, le fait qu'il y en ait plein. Et l'installation de boîtes à dons de protection menstruelle, donc il y a à la fois les boîtes à dons des protections pour que les parents, par exemple, ou autres puissent aussi donner des protections et s'engager, mais aussi l'installation de petites boîtes qui sont mises dans certaines salles de l'établissement quand les élèves ne se sentent pas forcément à l'aise de l'endroit où a été mis le distributeur. Donc voilà, c'est un panel assez large de dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit du durable, du jetable, des affiches, des chansons. Il y a eu beaucoup de choses pour valoriser vraiment l'appropriation de la démarche par les jeunes. Mais on se rend compte qu'en fait, les jeunes ont énormément, enfin les jeunes collégiens, collégiennes, ont énormément d'idées, s'en saisissent. Et pour le coup, c'est très mixte. Tous les élèves s'en saisissent. C'est pas que les filles, ou du moins que les personnes concernées par les règles physiologiquement. Là, on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment des démarches qui ont été faites par l'ensemble des élèves, peu importe le genre. Et c'est aussi ça qui a été chouette dans cette sensibilisation. Ça a été une sensibilisation commune et derrière la mise en place commune et mixte de ces différentes solutions. Merci Marie. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les affiches ne sont pas encore prêtes, c'est pour ça qu'on ne les a pas montrées, mais on vous les montrera dès qu'elles le seront sur nos réseaux sociaux. Du coup, suite à cette présentation de l'expérimentation qu'on a menée dans les Landes, on mène aussi d'autres actions. D'ailleurs, Marie, tu peux peut-être en parler un petit peu des autres actions qu'on mène, notamment en Gironde et pas que en établissement scolaire, pour sortir un peu du spectre de l'école, avant de passer aux réflexions et aux solutions qui vont en être inspirées directement. Donc effectivement, on a fait un focus un petit peu sur les Landes et sur cette grosse expérimentation. On mène aussi des actions, aussi en milieu scolaire, de lutte contre la précarité menstruelle en Gironde. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord, ça donne beaucoup d'espoir. Alors, pas tous les établissements sont en QPV. Juste pour rappeler, QPV, ça veut dire quartier prioritaire de la ville. Ils ne le sont pas tous. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Donc, on intervient aussi, par exemple, sur la question de la lutte contre la précarité menstruelle en mission locale. Donc là, on est sur des publics un peu plus âgés, pour le coup, jeunes travailleurs ou travailleuses, pour certains et certaines. Donc là, l'idée, c'est une nouvelle fois accompagnement, sensibilisation et mise en place concrète et distribution concrète de protection périodique à destination des bénéficiaires des missions locales, des Hauts-de-Garonne, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé. Donc, on a ça. On a aussi l'accompagnement, le département de la Gironde et précisément le service jeunesse
La direction des collèges ont mis en place du coup la mise à disposition d'un distributeur de protection jetable par établissement, par collège en Gironde. Et nous avons accompagné du coup les services civiques qui du coup étaient en lien avec les établissements pour justement reprendre un petit peu les besoins et les retours des élèves et des équipes des différents établissements. Donc voilà, on en a encore d'autres, mais les deux grosses missions là qui me viennent en tête, c'est les missions locales et les établissements encore avec qui on fait quand même beaucoup de choses. Merci. Du coup, on va vous faire un petit tour d'horizon des solutions justement que nous, on perçoit et qu'on a pu expérimenter aussi sur le terrain. Donc, ça va aussi refaire le lien avec des expériences qu'on mène. Donc, il y a notamment la question de la gratuité. Donc, nous, évidemment, chez Nouveau Cycle, on est pour que l'accès aux protections menstruelles soit un droit fondamental pour toutes et tous. On estime que c'est un bien qui devrait être remboursé. Donc, peut-être sous certaines conditions, c'est à creuser, mais qu'aujourd'hui, c'est quand même un bien fondamental et qu'aujourd'hui, on mérite toutes et tous d'avoir accès à des protections menstruelles en toutes circonstances, et ce, de manière gratuite. Donc, on vous a pris l'exemple de l'Écosse, qui aujourd'hui est un des rares pays d'Europe à rendre les protections menstruelles gratuites. C'est assez récent, ça date d'août 2022. Donc, c'est dans des centres spécialisés, en pharmacie, où toute personne peut se fournir en protection menstruelle gratuite. Donc, c'est remboursé et c'est pris en charge par les collectivités locales là-bas. Nous, en France, on a une annonce un peu récente sur laquelle Nouveau Cycle, d'ailleurs, avait rebondi donc au mois de mars 2023, donc très récemment. C'est donc Elisabeth Borne, notre première ministre, qui a annoncé le remboursement des protections menstruelles réutilisables pour les personnes moins de 25 ans dès 2024. Donc, a priori, des informations qu'on a seraient plutôt en pharmacie. Ce serait comme pour les préservatifs aujourd'hui qui sont remboursés de facto en pharmacie. On ne sait pas encore si ce sera sur prescription médicale ou pas. Mais en tout cas, nous, on en a profité pour rebondir, pour dire qu'il y avait des assos qui se bougeaient et que chez Nouveau Cycle, par exemple, on a pu expérimenter cette gratuité sur 1000 protections menstruelles qu'on a pu distribuer gratuitement avec le soutien des collectivités auprès des bénéficiaires de missions locales, centres sociaux et autres, dont on a pu déjà vous parler depuis le début de la présentation. Donc la gratuité, c'est quelque chose qui va émaner plutôt des politiques ou de l'action d'associations. Et donc nous, à notre échelle, chez Nouveau Cycle, on essaye justement de provoquer cette gratuité en mobilisant les pouvoirs publics locaux dans un premier temps, en attendant qu'effectivement, à l'échelle nationale, ça bouge davantage. Cette annonce d'Elisabeth Borne, on s'en félicite, mais on estime que c'est insuffisant et que passé 25 ans, on a encore ces règles pour un petit moment. Et donc, ce serait chouette de pouvoir élargir ce genre d'initiative. Et donc, nous, c'est ce qu'on tente de faire à notre échelle, de généraliser la gratuité pour toutes et tous à tout âge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avance un peu parce que le temps file, mais Marie et Léa, n'hésitez pas à me couper si vous voulez rebondir avec ce que je dis. Il y a aussi donc les actions de sensibilisation et d'éducation menstruelle. Marie en a beaucoup parlé, mais on le fait donc auprès de tout public. Récemment, on était aussi à l'Université de Bordeaux. C'était une très chouette matinée avec des ateliers avec beaucoup d'élèves qui étaient mixtes aussi en genre et en sexe. Et l'idée, c'est vraiment à travers ces ateliers de lever les tabous, de libérer la parole, de créer de la solidarité entre les personnes, et notamment des personnes de sexe et de genre différents, d'apporter des réflexes, d'avoir par exemple des protections menstruelles sur soi, même si on n'a pas ces règles, pour pouvoir dépanner quelqu'un, de pouvoir parler librement de ces sujets-là avec ses professeurs, dans son entreprise, dans sa famille, mais aussi, et c'est très important, de permettre à des initiatives de gratuité ou de dons de réussir. Parce que ce qui a été constaté, par exemple, il y a un exemple assez récent qui est le Crous, qui est donc un service étudiant pour le logement, pour le repas des universités, qui a mis à disposition des distributeurs de protection menstruelle dans chaque Crous. Donc c'est une initiative qui s'est généralisée en France, mais c'est une initiative qui ne marche pas bien.
Et ce qui est décrié aujourd'hui par les associations comme Règles élémentaires, mais aussi par des associations comme Nouveau Cycle, c'est que ce genre d'initiative fonctionne si elle est accompagnée d'une sensibilisation, s'il y a un accompagnement des bénéficiaires et des usagers à aller vers ce distributeur sans être gêné, à savoir aussi utiliser les protections qui sont distribuées, à connaître aussi juste avoir une communication qui permet de savoir que ça existe. Nous, on le voit dans les établissements scolaires, il faut du temps pour que les élèves se souviennent et se sentent à l'aise d'aller chercher leur kit de 6 serviettes, d'aller au distributeur. Est-ce que le distributeur est au bon endroit? Est-ce que c'est un endroit qui met les gens à l'aise ou pas? Il y a toutes ces questions-là à se poser pour qu'une initiative de gratuité existe et que de l'argent public soit utilisé de la bonne manière. Est-ce que là-dessus, Marie, tu veux rebondir pour que je passe à la suite? Ouais. C'est très bien. Merci, Marie. Alors, je vois qu'il y a des questions, en tout cas des réactions dans le chat. Donc, ouais, j'ai vu quelques distributeurs. C'est dommage s'ils sont placés à l'entrée des bâtiments à côté des boîtes aux lettres. C'est plutôt peu agréable de s'y rendre, je trouve, au Crous. Voilà, typiquement, là, Valentine, tu pointes voilà, la question de où est-ce qu'on place les distributeurs. Nous, on avait fait le test dans les établissements scolaires. Au début, ils avaient été placés dans les toilettes. Ce qui n'a pas fonctionné, alors plutôt pour des raisons de dégradation et d'abus d'utilisation des serviettes. Alors c'est sûrement une ou deux personnes qui le font, hein, et pas tout le monde, mais ça punit l'ensemble des élèves. Et aujourd'hui, certains distributeurs vont à l'infirmerie et c'est pas forcément idéal non plus pour certains élèves. Donc c'est un peu des casse-têtes aussi ces sujets-là, mais à coup de justement de dédramatiser l'acte, de le désacraliser, de dire qu'en fait, avoir ses règles, c'est normal et que ça ne doit choquer personne. Peut-être qu'un jour, le fait qu'il soit à côté de la boîte aux lettres ne gênera personne. Nous, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Marie? Oui, ce qu'on remarque aussi sur l'emplacement du distributeur, c'est que l'appropriation malgré tout et le fait qu'il n'y ait plus de dégradation, etc., est vraiment constaté à mesure où on implique les élèves. C'est vrai que des distributeurs qui sont mis à un endroit sans avoir demandé au préalable aux élèves l'endroit qui leur semble le plus adéquat, par exemple, ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça arrivera un petit peu plus tard dans les différentes slides, on y arrive là tout bientôt, mais sur le fait de, certes, il y a l'accompagnement, le fait de parler des règles et de dire en effet que les règles, c'est pas sale, et essayer de lever le tabou autour de ça. Mais il y a aussi l'implication des élèves. À partir du moment où les élèves se sont impliqués dans la recherche de solutions, dans l'emplacement du distributeur, etc., qu'il y a cette appropriation-là, il y a beaucoup moins de dégradation et de casse et de vol, c'est pas vraiment du vol, c'est du gaspillage, quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vrai que nous, on a expérimenté des établissements où les élèves n'ont pas été concertés dans où est-ce qu'on le met. Donc, du coup, effectivement, les distributeurs s'est retrouvés au milieu du couloir, dans des endroits un peu type à côté de la boîte aux lettres, quoi. On a concerté personne, on les met là parce qu'on considère, nous, avec notre œil plus adulte, etc., qu'il faudra le mettre ici. Ça n'a pas fonctionné. Là où dans d'autres établissements, on a demandé aux élèves des CVC, donc les CVC, c'est le conseil à la vie collégienne, donc c'est des élèves qui s'y impliquent. Où est-ce que, selon vous, ça serait le plus judicieux? Eh bien, là, j'ai un exemple d'un établissement où les élèves ont dit, pour nous, il faudrait en mettre un au CDI parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent à l'aise, et un dans les toilettes. Ça fait plus d'1 an qu'il est dedans, il n'y a eu aucune dégradation et aucun gaspillage. Donc, je pense qu'il y a aussi toute cette notion-là d'implication des jeunes dans la recherche de solutions. Et je ne sais pas qui a pris la décision de mettre des distributeurs à côté des boîtes de la poste, des boîtes aux lettres. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que nous, on voit dans les établissements scolaires, c'est ça. Oui, la dégradation est problématique, c'est vrai. Merci pour votre effort de sensibilisation qui fait et fera une différence énorme. Merci Valentine. Il y a aussi la question des collectes. Donc, une autre solution possible, et là, c'est une solution qui est plutôt facile à mettre en place à son échelle, mais qui pour nous est est à contextualiser. C'est-à-dire qu'on peut faire des collectes de protection. Généralement, ça va être des protections jetables. Ça peut aussi être des protections lavables. Il y a des associations qui accompagnent ce genre de collecte, Règles élémentaires, mais aussi Nouveau Cycle. Alors nous, ce n'est pas notre cœur d'activité. Souvent, on va faire des collectes en lien avec d'autres actions qu'on va mener, un événement, des interventions.
On va être sollicité par une association qui a un besoin et du coup, on va tenter d'y répondre de manière assez précise. Donc, c'est pas des collectes spontanées comme ça qu'on va organiser chez Nouveau Cycle. Par contre, si ça s'intègre dans un projet assez précis, avec des destinataires qu'on va pouvoir identifier, donc on va pouvoir capter leurs besoins, les comprendre et du coup adapter la collecte, bah, du coup là, ça va être plus pertinent et là, potentiellement, on va pouvoir y aller. Nouveau Cycle a créé des collecteurs aussi de protection, donc on peut les mettre à disposition. Donc on reste assez ouverte à échanger aussi sur ce type d'action, même si on est assez précautionneuse dans la manière dont on le fait. Et c'est un peu ce qu'on veut vous apporter là dans ce temps d'échange aussi, c'est que nous, de l'expérience qu'on a eue des collectes, il ne faut pas hésiter à privilégier les serviettes, des protections externes, en lien avec ce qu'expliquait Marie aussi avec les interventions, c'est-à-dire que c'est plus inclusif pour des questions à la fois d'aisance avec son corps, de religion, d'âge, de contexte de vie. Les protections externes sont plus simples. Il n'y a pas cette question justement d'intrusion dans le corps, de mettre les doigts, d'avoir les mains forcément propres pour utiliser la protection. Et du coup, les serviettes sont une bonne solution pour ça et vont être voilà, une solution qui va être idéale pour la plupart des gens concernés par les situations de précarité menstruelle ou pour dépanner, quoi. Donc, du coup, on conseille de privilégier des serviettes dans vos collectes et de mettre ce genre de critères. Et aussi de le faire, alors ça, je sais que Règle élémentaire le met en avant, mais c'est de faire une collecte sur un lieu d'achat type supermarché si vous voulez aussi orienter. Nous, on a testé aussi les collectes avec juste voilà, de la bonne volonté des gens. Donc, c'est ce qui se fait aussi beaucoup de manière générale, hein. Mais par exemple, de mettre un collecteur dans un restaurant, dans un établissement scolaire, et que les gens donnent ce qu'ils veulent comme protection. Nous, on a un système de signalétique qui permet d'orienter le don, de dire si on recherche tampon ou serviette, et aussi de choisir voilà, ce qu'on veut donner dans le collecteur lui-même. Ce qui permet de loger si les gens donnent plus de serviettes, donnent plus de tampons et d'équilibrer aussi. Donc voilà, c'est en tout cas voilà, ce qu'on conseille, c'est de bien penser une collecte, parce que souvent on collecte des protections comme ça sans donner de précision, et les associations se retrouvent avec plein de protections qui ne vont pas forcément être utilisées derrière par les personnes qui en ont besoin, parce que ce n'est pas adapté. Par exemple, des protections internes, quand on est à la rue, ce n'est pas idéal. Des protections lavables non plus. Quand on a plutôt, voilà, il y a plein d'autres critères comme ça. Il faut prendre le temps de connaître les gens qui vont être destinataires de cette collecte. Donc, on a mis des points de vigilance aussi sur le fait que les collectes, ce n'est pas une solution durable. Et souvent, nous, on nous aborde pour nous demander si on peut faire une collecte, alors qu'il y a toutes les autres solutions qu'on vous présente ce soir. Et la collecte, ce n'est pas voilà, la première solution à mettre en place. C'est plutôt une solution d'urgence. Et c'est aussi une solution qui va reposer surtout sur la générosité de donateurs et de donatrices. Ce n'est pas une solution qui peut être institutionnalisée non plus. Voilà. Et donc, comme je disais, il y a un risque de collecter des protections qui ne sont pas adaptées. Ceci dit, comme je le disais, les protections externes et jetables sont adaptées pour des situations d'urgence et pour des personnes en grande précarité, et je pense notamment aux personnes qui vivent dans la rue et qui sont sans abri. Alors, du coup, Valentine me demande de redéfinir les raisons pour lesquelles les serviettes sont privilégiées, car elle organise une collecte. Pour des raisons, je disais, à la fois personnelles, les gens doivent être à l'aise avec leur corps pour utiliser des protections internes. Pour les protections externes, il y a moins d'enjeux autour de ça. Les raisons d'hygiène, les protections externes, on n'est pas obligé d'avoir des mains impeccablement propres. On ne va pas à l'intérieur, on ne touche pas forcément ses muqueuses et on ne va pas à l'intérieur de son vagin avec. Donc, il y a moins d'enjeux au niveau de l'hygiène. Il y a la religion aussi. Pour certaines personnes, ce n'est pas compatible avec leur religion d'utiliser des protections internes. Donc, avec les protections externes, on enlève aussi ce souci-là, cette contrainte-là. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, sauf si j'en ai oublié une autre. Ok, super. C'est bon pour vous, je passe. Ouais, vas-y, Marie. Effectivement, point de vigilance sur la qualité des protections collectées. Alors, nous sommes totalement, évidemment, d'accord avec ça. Et c'est aussi un des points de vigilance, finalement, dans ces collectes, c'est qu'on ne peut pas… Déjà, les gens donnent. On va pas… Enfin, c'est compliqué, en fait, de dire aux gens, finalement, vous pouvez donner, mais on ne souhaite que du bio, que du non parfumé, etc. D'où le fait que…
c'est pas nous la solution, en tout cas, un nouveau cycle, on peut accompagner, on peut aider quand effectivement on connaît les besoins très spécifiques des bénéficiaires que l'on va toucher. Là, je pense par exemple, une collecte de protection que l'on avait redonnée à une association étudiante basée sur le campus de Montaigne qui venait en continuité à l'aide alimentaire et sanitaire. Donc, on avait pu échanger avec les personnes qui organisaient les redistributions, pourquoi, ce qui était demandé. Donc, en ce sens, mais effectivement, hein, sur la question de la santé environnementale, de toute manière, une protection jetable est une protection polluante, d'autant plus si on y met effectivement du parfum et qu'elle est blanchie au chlore, ça vient en plus poser des questions sur la santé physique des personnes, étant donné qu'elle est en contact avec les muqueuses, en effet. Ouais, on n'a pas insisté sur cette partie-là de la santé environnementale ce soir parce qu'il fallait faire des choix, mais c'est quand même le credo de Nouveau Cycle, je pense que vous l'aviez compris, mais effectivement, tu fais très bien de le pointer, Marie, quand on a pu faire des collectes, on se retrouve des fois avec des protections, comme je disais, qui ne sont pas adaptées, mais aussi pour des raisons, aussi parce qu'il y a des personnes qui donnent, et c'est très bien, mais qui vont donner aussi des vieilles serviettes qu'on a depuis longtemps chez soi et on ne sait pas quoi en faire. C'est bien, ça va dépanner un moment, mais c'est vrai que ce n'est pas justement les serviettes qu'on a mises, quoi. Donc il y a aussi cette question-là. Et hier encore, on était en intervention auprès de femmes sans-abri qui nous disaient, nous là, on nous donne des protections, mais c'est que des petites protections. Et nous, on veut des grandes serviettes pour la nuit et on n'a pas ça. En fait, elles ont quand même des besoins qui vont être assez spécifiques et c'est normal. On parle de leur intimité et de leurs règles. Et en fait, avec du don, il y a plein de choses et on a une masse de produits, il faut choisir dedans, quoi. Et il n'y a pas forcément ce qu'on recherche aussi. Ouais, sujet complexe, c'est sûr. Ça fait partie vraiment c'est qu'on ne le présente pas vraiment, mais ça fait partie du champ d'action. Justement, c'est la prochaine slide sur les protections lavables, notamment pour viser à l'autonomie des publics. À partir du moment où on a une protection lavable, l'avantage étant qu'on peut l'utiliser pendant quelques années, des solutions qui sont écologiques et d'où le fait qu'on propose nous des kits de 6 serviettes ou de 6 culottes qui permettent justement à pouvoir être autonome pendant tout son cycle, pendant tout son temps de règle en tout cas, pendant plusieurs années. Et ça permet aussi de favoriser la santé environnementale comme on a pu l'évoquer un petit peu plus, qui est une solution finalement plus écologique et en un sens aussi plus économique, même si sur le moment, effectivement, ça coûte plus cher, mais c'est finalement assez vite rentabilisé. Je crois que sur les protections, on estimait que c'était rentabilisé au bout de 2 ans. Et donc, surtout là, pardon Marie, je te coupe, mais c'est surtout là, nous, la manière dont on l'aborde ce soir, c'est aussi sous forme de distribution de protection gratuite en plus. Oui, pardon, je rectifie. Non, c'est tout à fait. Hein. On travaille du coup avec les collectivités à la mise à disposition de ces kits gratuitement pour les différents bénéficiaires. Et là où, si jamais les collectivités ou autres, on incite nous aussi à aller vers de la protection, lavable et durable, justement pour l'ensemble de ces raisons, les raisons écologiques, économiques et d'autonomie. Mais bon, les raisons économiques, quand les collectivités, pour les collectivités, c'est toujours une question qui est un petit peu plus épineuse. Mais nous, on rappelle le fait que oui, sur le moment, ça va coûter plus cher, mais derrière, les personnes n'auront plus à demander quoi que ce soit pendant 5 à 10 ans. Donc finalement, ça fonctionne aussi. Ouais, typiquement sur les élèves, le fait de les sensibiliser à l'utilisation d'un kit de 6 serviettes lavables et de dire en tout cas à la collectivité qui nous soutient dans cette opération, une fois que vous les financez, les élèves sont tranquilles au-delà de leur scolarité. On a vraiment fait le job, quoi. Et même au niveau de la famille, on soulage une dépense et c'est hyper important. Donc effectivement, tu fais bien de le dire, Marie. Et effectivement, à l'achat, c'est beaucoup. Ça a un coût. Et c'est aussi pour ça qu'on encourage ça, c'est en expliquant qu'un kit de 6 serviettes lavables, à l'achat, c'est quand même 75 €. En tout cas, ceux de l'anneau qu'on a réussi à trouver dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est un coût qu'un particulier peut difficilement se permettre lorsqu'il a des difficultés déjà financières. Et pour information, je pense aussi que
les coûts qui se cachent derrière ces opérations sont quand même plutôt acceptables quand on voit derrière le problème qui est éradiqué quoi, grâce à ça. Une question, est-ce que c'est ouvert uniquement aux collectivités de la région Nouvelle-Aquitaine? Donc là, pour le moment, c'est que nous, on parle là, avec notre casquette, la casquette Nouveau Cycle. Donc si on s'en tient à Nouveau Cycle, oui, nous, pour le moment, on travaille uniquement, entre gros guillemets, avec les collectivités de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est déjà un gros travail. Néanmoins, quand on parlait de l'expérimentation, par exemple, ministérielle, elle a été déployée dans plusieurs départements en France. On n'est pas les seuls à avoir à travailler sur ces questions et à les déployer. Mais nous, Nouveau Cycle, pour le coup, effectivement, on est en région Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, on va laisser la parole à Léa parce qu'en lien avec ce qu'on vient de présenter, en fait, pour trouver ces protections, il faut trouver des acteurs aussi qui les fabriquent, donc pour trouver des protections durables et locales. Voilà, donc vous avez bien compris que nous, ce qu'on préconise, c'est le durable, sauf qu'il a un coût. Et du coup, on a voulu réfléchir à comment on pouvait fournir des protections qui coûtent moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce, qui sont vite, une culotte, c'est à peu près entre 35 et 40 euros. Donc, quand on doit en fournir 6, même si parfois on a des tarifs préférentiels avec certaines marques, bah, du coup, on peut en fournir moins forcément par rapport à des budgets, à des appels à projets auxquels on répond. Et donc, du coup, on a voulu créer une filière locale de protection menstruelle durable. Donc, c'est un projet qui est en cours de création. Pour l'instant, on a réuni 4 acteurs sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui vont nous aider à réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait proposer et surtout à comment on pourrait derrière financer des protections qui soient moins coûteuses, qui, eux, leur permettraient de produire des protections, d'en vendre et donc économiquement parlant d'être rentables, et pour nous de pouvoir récupérer et continuer à sensibiliser nos publics et à leur fournir des protections. Donc, on réfléchit avec avec 4 autres acteurs. On a la Régie urbaine d'Angoulême, qui est une association plutôt avec un gros volet social qui crée des protections périodiques, actuellement des serviettes, et qui va faire travailler des personnes en situation comment on dit, L'insertion professionnelle, d'insertion la professionnelle, voilà, merci, de réinsertion. On travaille aussi avec Goguette, qui est une marque de culottes menstruelles sur Bordeaux. On travaille avec WD Protection à Agen, qui produit également des protections. C'est des kits noirs que vous avez vus tout à l'heure. Et on travaille avec le SMICVAL. Le SMICVAL, c'est un syndicat de déchets donc, qui lutte justement contre la production intensive de déchets. Et donc, le durable, pour eux, c'est aussi une solution pour réduire les déchets produits par les Français. Donc, eux, ils travaillent sur la région de Libourne et de Blaye. Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir leur retour sur ces questions-là. Donc, pour l'instant, on commence juste le projet. On réfléchit à est-ce qu'on crée, par exemple, une culotte qui soit qui soit plus simple qu'une culotte qu'on peut trouver. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de marques et tellement de jolies choses qui se font que ça a un coût. Donc là, on voudrait peut-être créer ensemble une culotte qui soit plus simple, mais du coup, qui coûte moins cher, qu'on puisse en produire plus avec moins de tissu. On réfléchit à comment peut-être ces entreprises pourraient mutualiser les achats de tissus pour que ça leur coûte moins cher. Parce qu'on sait que quand on achète des plus grandes longueurs de tissu, ça coûte moins cher au mètre. On voudrait également pouvoir, nous, sensibiliser des publics auxquels on n'a pas forcément accès aujourd'hui. Donc voilà, c'est un gros travail en ce moment de réflexion sur le format qu'on va donner à ce partenariat pour derrière pouvoir produire en qualité, en quantité, en local, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de rester sur la Nouvelle-Aquitaine pour le moment. Et donc de pouvoir mutualiser les coûts, les savoir-faire, les ressources, et puis
qu'on ait vraiment un échange de bonnes pratiques et que ce soit aussi bien au niveau du recyclage, peut-être aussi de ces protections quand elles seront plus utilisables, etc. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, je compléterai en disant que WD Protection a récemment reçu un prix pour une de ses serviettes qui est 100% recyclable. Ce qui est encore, en fait, on ne se rend pas compte, mais même sur des serviettes en tissu, le recyclage de la serviette n'est pas évident, en fait. Oui, en fait, alors il y a le tissu d'une culotte, par exemple, ou c'est principalement, ça peut être du coton bio, mais à l'intérieur, il faut une matière imperméabilisante. Et aujourd'hui, on utilise du pull, qui est du polyuréthane, qui n'est pas du tout biodégradable ou recyclable. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a aussi tout un travail de R&D peut-être à mener ensemble pour trouver des solutions qui soient écologiquement plus viables. Ça n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on voudrait mutualiser un travail commun sur cette partie-là également. Donc voilà comment, avec des acteurs à la fois de la réinsertion, des acteurs du recyclage et des acteurs de la fabrication textile locale et des fabricants de protection, on veut, nous, chez Nouveau Cycle, essayer du coup de créer une filière qui soit à la fois locale, durable, mais aussi solidaire, pour, du coup, comme tu disais, Léa, proposer aussi un coût d'achat qui soit accessible au plus grand nombre, quoi. Donc ça, c'est un projet qui est piloté par Léa avec Sarah, qui est notre coordinatrice générale. Et donc, si vous avez des idées d'acteurs qui seraient intéressés, si vous êtes même vous-même intéressé pour y participer et brainstormer avec nous sur comment on monte cette filière et quelle ampleur on lui donne, n'hésitez pas en tout cas à contacter Léa pour en parler avec elle. Et devenir bénévole chez nous. Et d'ailleurs, il y avait le superbe schéma de la filière locale sociale que j'avais mis. Voilà, ça c'est l'ensemble des idées qu'on a rassemblées pour ce qu'on veut faire de cette filière, puisqu'on a effectivement, ce que je disais, toute une partie recherche et développement sur les matériaux, les ressources, etc. La structuration économique qui est quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire créer des emplois et que les personnes qui accèdent à cette filière puissent produire et continuer à avoir une activité viable. Après, il y a toute la partie effectivement distribution qui nous intéresse beaucoup, puisque toutes les personnes qu'on rencontre, on a envie de les sensibiliser au durable, mais aussi de pouvoir leur fournir des protections, et si possible gratuitement. La sensibilisation, ça c'est aussi un gros point. Enfin voilà, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et après, il y a toute la partie plaidoyer et politique publique. On se dit que si on est tous ensemble, on sera plus fort. Ce qui se passe aujourd'hui avec la possibilité peut-être de se faire rembourser pour les moins de 25 ans des protections, et si on a une filière qui est locale, qui est construite, on va peut-être pouvoir aussi aller face aux politiques publiques et leur montrer ce qu'on fait, dire qu'on est là, les accompagner aussi là-dessus, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une mesure qui va arriver au 1er janvier 2024, mais on ne sait pas trop, même eux, a priori, ne savent pas trop comment le mettre en place. Donc voilà, c'est se mettre ensemble pour être plus fort et pour pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci Léa. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer du coup à la fin de ce webinaire. Donc on voulait aussi revenir sur d'autres petites solutions, grandes et petites solutions à mettre en place. On n'a pas oublié le congé menstruel, alors qui peut faire débat, mais qui en tout cas est une piste. Il y a l'exemple de l'Espagne qui est récent, où dans le cadre d'une loi plus globale qui parle également des questions d'identité de genre, et aussi, il me semble, d'autres sujets, mais qui m'échappent actuellement aux alentours donc, de 19h45, mais en tout cas, qui concerne le congé menstruel et qui permet d'avoir un arrêt de travail en cas de
pathologies menstruelles. Donc, il y a l'endométriose qui est mentionnée, mais d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur le fait que nous ferons un webinaire sur les pathologies menstruelles très bientôt. Et donc, vous verrez qu'il n'y a pas que l'endométriose, il y a aussi le syndrome des ovaires polykystiques et autres. Et donc, quand on est atteinte d'une de ces maladies menstruelles en Espagne, on peut avoir un arrêt de travail et des congés menstruels peuvent nous être attribués. A priori, c'est un arrêt de travail qui est accordé par un médecin, financé par la sécurité sociale. Et c'est donc une incapacité temporaire de travail qui est remise. Donc, ça a permis aussi de relancer le débat en France. Il y a Kif Tonsik, que vous connaissez peut-être, qui s'est exprimé sur le sujet. C'est assez intéressant parce que ça pose aussi des questions sur voilà, la place des femmes aussi au travail, tout en questionnant la reconnaissance aussi des pathologies menstruelles et la prise en compte de la santé de manière générale au travail. Donc, c'est des débats qui sont hyper intéressants et on a une piste supplémentaire donc, de lutte contre la précarité menstruelle avec ce congé. Et aussi des petites choses faciles à mettre en place comme laisser des protections menstruelles dans les toilettes de collectivités, de restaurants, dans des espaces culturels, dans son entreprise. Donc là-dessus, c'est aussi pour finir sur une action facile à mettre en place. N'hésitez pas à en parler dans votre entourage au fait que avoir des protections dans ces toilettes, en fait, ça permet à des gens d'être dépannés, d'être sereins quand on a ses règles et sereines. Donc, c'est aussi des petites choses que nous, on remarque dans quelques établissements sur Bordeaux et ailleurs, que dans certains pays, on remarque davantage. Je suis allée en Suisse récemment et c'était monnaie courante dans les restaurants d'avoir des protections menstruelles à côté des toilettes. Voilà. Évidemment, le savon, le papier toilette trop chargé, c'est toujours agréable et ça fait toujours plaisir quand on a ça. Et puis quelque chose de très important aussi, très récemment, on l'a fait avec Nouveau Cycle, c'est nous, on est beaucoup en lien avec les collectivités, comme le disaient Léa et aussi Marie, elles ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets-là. C'est des nouvelles spécialités à avoir aussi pour nos élus, donc il ne faut pas hésiter à les interpeller. Nous, on pense qu'il y a une vraie volonté de faire. En tout cas, on est plutôt, aujourd'hui, on tombe plutôt sur des collectivités qui sont ouvertes sur le sujet et qui savent se saisir de l'assaut. Et aussi voilà, d'inciter ces élus à se tourner vers des associations qui sont en maîtrise de sujet et des entreprises qui sont engagées autour des questions de lutte contre la précarité menstruelle et de fabrication de protection durable. Vas-y, Marie. Tout à fait. En tout cas, sur le mail que met Marie, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, suite à ça, envie de monter un projet avec nous. On reste ouverte à ça. On a une équipe de 6 personnes, on a des bénévoles mobilisés, des soutiens. Donc là, je vous ai mis nos partenaires. Et aussi, je vous le rappelle, 25 et 26 novembre au Rocher de Palmer, on vous attend nombreuses et nombreuses pour faire la fête pendant 2 jours et célébrer tout ce qui concerne la santé sexuelle, menstruelle, gynécologique et les identités de genre dans une ambiance très festive avec des concerts, des tables rondes, des ateliers, du stand-up. Des performances artistiques, des expositions d'artistes et un village d'acteurs et d'actrices associatifs, entreprises. Donc, on envahit le Rocher de Palmer pendant 2 jours, vêtus de rouge, de rose, de blanc et de plein d'autres couleurs. Et en tout cas, on espère que vous viendrez. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous le 31 mai pour notre Vulva Aventure. Si vous êtes adhérent, adhérente, vous allez recevoir une invitation d'ici la fin du week-end, en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on vous souhaite toutes et tous une très bonne soirée.